ni mama jamake. E mamba ni mama jamake. Bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Très heureux de vous retrouver sur toutes les plateformes de l'ouverture média, que ce soit la page Facebook, la chaîne YouTube, ainsi que les comptes TikTok. Bienvenue à votre émission inédite. Oui, une émission 100% en français, une émission sans filtre et sans réserve surtout. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre invité de marque spéciale de ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Saint-Para. Je suis très heureux vraiment d'être sur votre plateau. Je salue vos auditeurs à l'intérieur et à l'extérieur, surtout ceux de diaspora, dont à travers votre plateau, qui sont informés à leur place, mieux comprendre le pays sur des arguments solides, comprendre la politique, les enjeux politiques et la géostratégique de notre pays. Merci d'être avec vous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible. Comme à l'accoutumée, il est important de parler du parcours de notre invité. Ceci étant, notre invité de cette date est Monsieur Issa Cissé, un homme qui désire passionnément réussir, marquant de l'ambition et riche avec un savoir abondant. Monsieur Issa Cissé est marié et père de 6 enfants. En 1995, il obtient son premier diplôme en tant que technicien mécanique. Puis il effectua plusieurs formations dans le domaine de l'automobile, dans l'habitation en électricité et dans la manutention chez Bref Service. De 1996 en 2006, Monsieur Issa Cissé fut contrôleur technique à la direction régionale ONT dans plusieurs localités, Ségou, San, Mopti, Kita et Bamako, respectivement de 1996 à 1999, de 1999 à 2002, de 2002 à 2004, de 2004 à 2005 et enfin de 2005 à 2006. Monsieur Issa Cissé fut agent et conducteur de chiens d'intervention dans une grande agence de sécurité à Paris en 2008. En 2015, il effectua une recherche approfondie sur la pétrologie expérimentale et la minéralogie du Mali sur les acquis de OREP. Il deviendra plus tard, en 2016, le promoteur d'un institut de formation paramilitaire dénommé Sino Cissé au Mali. En 2020, Monsieur Issa Cissé fut candidat aux élections législatives à la commune de Bamako. Quel beau parcours. Monsieur Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi de répondre à vos appels parce que ce pays, je me suis toujours dit qu'en tant que Maliens, nous ne devrons pas s'asseoir pour dire que qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre pays. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce que je peux pour mon pays? C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci encore une fois de plus. Merci. Aujourd'hui, c'est la question de mettre la lumière sur les questions de la privatisation de l'EDM, l'intervention héroïque de Félix Tshisekedi lors des assises de Brazzaville et l'état d'avancement de nos forces de défense au niveau de Kidal. Alors, maximum de partage, de commentaires et de likes. Monsieur Cissé, oui. Depuis
un certain nombre de temps. Le Mali souffre tant, sur le plan économique, tant sur le plan social, tant sur plusieurs plans. Aujourd'hui, nous avons tant de difficultés avec une société de la place qui est l'IDEM, qui le fait que taper sur tous les réseaux et les Maliens en souffrent tant. Et tout récemment, nous avons vu la sortie de Madame le ministre de l'Énergie dénonçant la situation gravissime de la coupure intempestive de l'EDEM en question. Hier, avant-hier, on assiste à une conférence pour riposter. Réellement. Tout à fait. Qu'est-ce que la population doit s'attendre après toutes ces pratiques et quelle riposte sera de la part de nos autorités pour que la souffrance du peuple malien puisse prendre fin. Et je salue d'abord Excellence Assimi Goïta, le président de la République, chef de la transition. Et je salue le gouvernement, Choguel Kogola Maïga et son équipe. Je salue Malki Diaw, CNT, tous les membres du gouvernement. Je salue la justice malienne. Et je salue le peuple malien. Et j'ai dit un grand bravo à une dame vraiment qui est à la hauteur de son poste, et qui est Madame la ministre Binta Kamara. Et le courage qu'elle a eu vraiment pour dénoncer les mauvaises pratiques dont cette société recourt depuis tant d'années. Et on le dit en adage bambara, pour qu'on guérisse une plaie, il faut vraiment lever les puits. Pour que la souffrance des Maliens en mesure d'électricité puisse prendre fin, il fallait vraiment des grandes dames. La grandeur de l'homme, elle ne se mesure pas par la taille, mais elle se mesure d'abord vraiment par sa grandeur. Voilà une grande dame qui est là, qui est prête vraiment à travailler et qui a mis la puce à l'oreille des Maliens. Vraiment, ce qui fait que vraiment la délinquance sur l'électricité, elle continue à perpétrer et faire souffrir le peuple malien. Donc nous nous sommes dit après ces écoutes-là qu'il faut soutenir cette ministre vraiment qui est là aujourd'hui au service du peuple malien, qui accompagne le gouvernement vraiment dans leur vision aujourd'hui pour que le peuple malien puisse avoir vraiment de la sécurité. Monsieur Sempara, vous savez que l'insécurité d'abord, elle est liée d'abord à l'obscurité. Quand on vit dans l'obscurité, elle engendre beaucoup. Elle fait beaucoup de mal. Quand on voit depuis l'avènement de la démocratie au Mali jusqu'à nos jours, et que vraiment ce problème d'EDF n'a jamais évolué, nous sommes vraiment c'est comme du relais 4x400. Chaque ministère passe le relais, vraiment c'est la même continuité. Donc je pense qu'aujourd'hui la transition est prête vraiment à mettre fin à ça, mettre les réalités devant les faits accomplis, défendre le peuple malien et rassurer le peuple malien qu'ils vont vivre vraiment dans les lumières. C'est notre devoir le plus absolu. Nous nous sommes dit il faut défendre la ministre et il faut aller au-devant. Raison pour laquelle sur notre conférence, nous nous sommes dit nous allons nous constituer en une collective qui serait vraiment une collective pour la défense, pour vraiment les victimes de l'EDM. Maintenant, vous avez parlé de l'engagement de l'État par rapport à cette situation. Nous voyons également que le comité syndical a tenu une conférence de presse. Est-ce que la tenue de cette conférence de presse ne serait pas un frein à l'avancement de l'État dans ses actions pour libérer de façon globale le peuple malien? Non, ça ne serait pas un obstacle. Moi, je pense aujourd'hui, si les syndicats, c'est leur devoir le plus absolu de faire leur conférence de presse pour se défendre eux-mêmes, parce que quand on prend ces syndicats-là, le mal que le peuple malien vit, ce syndicat était au courant depuis tant d'années. Donc, ils n'ont jamais fait de conférence de presse pour dire que vraiment la population malienne, elle souffre. Donc maintenant, si on a eu une ministre qui défend la cause du peuple malien, donc moi je dirais que la conférence de presse des syndicats, c'est pas pour dénoncer le ministre, mais c'est pour défendre eux-mêmes. Parce que le mal était fait lorsque le syndicat était là.
Qu'est-ce qu'ils ont entrepris vraiment pour adoucir à ça? Combien de ministères sont passés, ils étaient là, ces mêmes syndicats. Qu'est-ce qu'ils ont entrepris vraiment pour ça? Au lieu d'agir, faire des conférences de presse pour ça, ce que la ministre a défini et a démontré, est-ce qu'ils ont apporté un démenti à cela? Mais ils disent que même les chauffeurs qui avaient été arrêtés sont déjà livrés. Oui, bon, ils le disent, c'est leur droit le plus absolu, c'est leur devoir, leur droit le plus absolu. Si tel est vrai, Uh-huh. peut-on douter des propos tenus par Madame le ministre de l'énergie et de l'eau? Non, on ne pourra pas douter de cela parce que ici, le Mali, il y a une justice qui est là. Au lieu de s'auto-défendre eux-mêmes, je pense qu'ils devraient passer vraiment devant l'autorité compétente pour approuver des éléments de preuve contraires à ce que la ministre a dit. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, ils se défendent uniquement pour que le peuple malien ne les accuse pas. Donc il faut qu'il y ait vraiment un mot de leur part pour se défendre d'eux-mêmes. Mais c'est leur devoir le plus absolu de se défendre. Mais nous, en tant que peuple malien, en tant que population consommateur, nous sommes au courant. Et les dits de la ministre, c'est pas du nouveau pour nous. On le savait. Tout le monde est dans la même galère. On vit de ça. C'est notre quotidien. Donc si la ministre vraiment elle a pointé du doigt sur ce mal-là, nous on l'accompagne sur ce fait parce que c'est un état de fait qui est là. Le peuple malien est témoin. L'insécurité, les coupures d'électricité, qui le vit mieux que vraiment la population. Et pourtant on paye nos factures. Personne n'a des échéances impayées d'électricité au Mali. On paye, on n'arrive pas à le voir. Il y a la coupure d'électricité, cela ne diminue jamais le coût du facture qui tombe chaque mois. Donc la population elle est victime de ça. Maintenant, quelles sont les démarches à envisager, préconisées par le gouvernement par rapport à cette question? Bon, pour le moment, comme moi je ne suis pas un membre du gouvernement, je pense qu'on est à l'écoute. Quand même, tant que la ministre, elle pointe du doigt, elle a ses actions à mener, nous, en tant que population, on suit ses actions, on le vit au quotidien, et nous sommes derrière elle. On la défend, on défend le directeur de l'EDM, vraiment que les choses soient clarifiées, que les responsabilités soient situées, pour qu'enfin le peuple malien puisse sortir vraiment dans cette obscurité infernale. Mais et si ces acteurs restent impunis, quelle sera la réaction de votre collectif? Bon, s'ils restent impunis, il n'y aura pas de réaction de notre part. Nous, on sommes constitués uniquement pour qu'il y ait vraiment, pour que les acteurs soient punis. On fait tout pour que les acteurs soient punis. On fera tout auprès du ministre pour que ces actions puissent aller à la justice et que l'État s'implique davantage et enlever ce mal-là, ce fléau qui nous gangrène, qui nous tue la population. Donc maintenant, nous, on veut pas croiser les doigts. On pousse l'État jusqu'à aller au bout de ses actions. Maintenant, quel peut être l'impact, l'influence de ces coupures intempestives sur le rendement économique des entreprises? Mais c'est la négativité totale. Et regarde, quand tu prends déjà dans le domaine du commerce, quelles sont la souffrance des commerçants, ceux qui vendent des poissons, ceux qui vendent vraiment de la viande, ceux qui vendent vraiment des fruits et légumes. Et regarde combien de jours ces conteneurs il n'y a pas d'électricité. C'est des manques à gagner, c'est des pertes énormes pour ça. Et tous ces victimes-là vont se dresser contre l'EDM. Le syndicat peut nous arrêter. Non, on demande à la ministre d'aller. On est derrière elle. Et si nous coupent l'électricité de façon définitive, qu'est-ce que... Ah ben non, ils ne pourront pas nous couper de façon définitive parce que l'EDM déjà c'est service étatique. Déjà pour le moment. Donc maintenant on demande à l'État vraiment de prendre ses responsabilités vraiment pour assurer le bien-être du quotidien des Maliens. De nous donner de l'électricité, on en a besoin. Le Mali vit aujourd'hui à un moment crucial vraiment de son histoire. On ne peut pas vivre dans l'obscurité. Non. Si ça fait amuser un cadre ou des éléments, c'est leur problème.
Mais ça n'arrange pas le peuple malien. Rien ne pourra entraver les démarches de la transition aujourd'hui. Tout est fait, tout est mis en place uniquement pour que la population puisse se rebeller contre le pouvoir en place. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'enjeu de tout ça, derrière, il y a ça. Non, ça ne marchera pas. La population, nous, cette commission de veille fera de sorte que vraiment les actions menées par la ministre soient entendues et suivies, qu'il y ait vraiment des retombées. On veut bien. Maintenant, M. Sissi, est-ce que la privatisation de l'énergie du Mali serait-elle une solution idoine pour mettre fin à la souffrance du peuple malien? Mais regardons, M. Sampara, depuis l'avènement de la démocratie, tous nos services étatiques ont été bradés comme ça. Il faut que des agents de ces services-là puissent mener des actions négatives, décourager l'État à se débarrasser de ces services. Non, le Mali a besoin de son énergie, le Mali a besoin de ça. On n'est pas là pour le moment pour que l'État se débarrasse vraiment d'un service tel que l'IDM, le laisser vraiment à la main vraiment du privé. Ça va nous coûter encore plus cher, 2 fois plus cher que l'État. L'État peut nous... Et si l'État n'arrive pas à définir une politique efficace pour mettre fin à la souffrance du peuple? Oui, bon, parce qu'on n'avait pas vraiment une bonne politique d'abord, faite vraiment pour servir le peuple malien. On avait une politique fallacieuse, une politique de mensonge, uniquement portée vraiment pour vivre le Malien dans la souffrance totale. Aujourd'hui, la transition va mettre ces trucs-là en lumière pour que vraiment le bénéfice vraiment de ces services-là puisse être rentable à la population. Donc, on n'est pas là d'abord. Nous voulons récupérer ce service-là. Vraiment, si on va la privatiser, ça serait un autre moment, mais ce n'est pas le calcul politicien qui va nous obliger aujourd'hui à privatiser l'énergie. Et déjà, il y a une bonne partie qui est privatisée. Parce que quand tu vois EDM et SA, déjà, c'est des services anonymes. Donc, nous demandons déjà à l'État vraiment de nous faire part des actionnaires de l'EDF d'abord. Parce qu'au Mali, il y a trop de tabous. Si dans le tabou, les choses ne marcheront pas. Il faut que la levée du voile soit totale. Qui nous disent qui sont les actionnaires de l'EDF. Par rapport à leur cursus, dans le fonctionnement de l'État, on saura qui ils sont. C'est un point très très important. Donc on ne peut pas être vraiment au chevet de notre politique et être encore actionnaire à ces services-là. Pour toi, c'est du blanchiment, M. Sampara. Donc nous vivons dans un monde faux. Donc maintenant, moi j'aimerais bien que vraiment qu'avec la transition, raison pour laquelle d'autres sont pressés, la fin de la transition, j'ai dit non, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Cette transition doit veiller à ce que tout ce qui a été fait comme mal dans ce pays pendant 33 ans, qu'on parvienne vraiment à mettre vraiment des piliers importants, mettre en lumière vraiment des réformes nécessaires pour quand enfin si la politique revienne, qu'elle ne soit pas sous la mainmise de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela ne serait pas un danger pour la démocratie dans le futur? Mais la démocratie est déjà un danger. La démocratie malienne a déjà vraiment, c'est un danger, elle a un problème. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Je m'en vais vous donner 2 cas. Feu Amadou Toumani Touré, il a dit aux Maliens, lui en tant qu'indépendant, il vient au pouvoir indépendant, il trouve des partis bien implantés sur place. Lui, en tant qu'indépendant, il n'a pas de parti, il parvient vraiment à débloquer la présidence de la magistrature suprême. C'est que la démocratie a un problème. Des vendeurs, des commerçants qui quittent le marché, ils viennent, ils enrobent, ils quittent, ils viennent, ils font dégager des hommes politiques. Ce sont eux qui sont des hommes politiques aujourd'hui. La démocratie a un problème. La démocratie malienne est un danger pour le peuple malien. Et je m'en vais vous dire, qui pourra me dire le contraire. Aucun pays du monde entier n'a été construit par la démocratie. Non, la démocratie, c'est des chevals de bataille pour les plus forts. Ils nous mènent en bateau. C'est du faux. C'est du pipeau. Si la démocratie n'était pas un danger pour le Mali, comment Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, démocratiquement élu au Mali,
et que son régime soit perturbé par une rébellion et que le monde entier le regarde. C'est que la démocratie est un danger pour le Mali. Nous voulons aujourd'hui que les choses soient claires. Démocratie, certes, oui, mais quelle démocratie? À quel prix? Nous voulons que la démocratie soit à nos valeurs. Nous voulons nous retrouver dans notre propre démocratie. Un petit anecdote, c'est les Français qui ont colonisé les Américains. Les Américains ont pris la démocratie française. Ils ont dit à la France, votre démocratie, votre modèle de démocratie, on ne la veut pas. Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Nous croyons en Dieu. Raison pour laquelle ils ont noté le nom de Dieu sur leur monnaie. C'est les États-Unis qui ont colonisé le Japon. Le Japon a dit aux Américains, votre démocratie, on ne se retrouve pas là-dedans. Nous, nos valeurs, nos cultures, on l'amène dans notre démocratie. Ils vivent dans leur propre démocratie. C'est la démocratie. Le Mali a pris la démocratie avec la France, sous ses formes négatives, qui nous plaisent ou pas, ils nous ont tout ramené ici. Donc, nous ne nous retrouvons pas dans cette démocratie. C'est une démocratie d'exploitation. C'est une démocratie représentative. Une oligarchie qui est là, qui cherche le pouvoir à eux et à eux seuls. Et raison pour laquelle leur parti politique est effigie à leur nom. Quand tu prends le RPM, Iberam Bogaïta, Sénid, Maître Moutaratal, Sadi, Oumar Mariko, tu as vu ainsi de suite. Donc c'est pas ça qu'on veut. Nous voulons aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de 200 partis politiques, il met 200 chefs d'État. Pourquoi ils ne s'enjoignent pas sur la réalité pour nous donner 3-4 partis politiques représentatifs que le Malien peut se retrouver? Avec l'avènement de la démocratie, le Mali est tellement disloqué aujourd'hui. Tu as vu ce que ça fait? Notre société, elle est pourrie. Donc la démocratie est un danger pour le Mali. D'accord. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Maximum de partage, de commentaires et de likes. Vous voyez la qualité d'intervention de notre invité de marque spéciale. Et sans plus tarder, place à notre deuxième thème qui porte sur l'état d'avancement de nos forces de défense au niveau du Kidal. Actuellement, quel diagnostic faites-vous par rapport aux différentes rétrocessions de nos camps au niveau du Kidal? Monsieur Simpara, une très très bonne question. Là, je remercie encore, je salue nos forces de défense et de sécurité, Excellence Assimi Goïta, les 5 colonels, tous les corps habillés maliens. Nous vous disons bravo, nous vous disons allez-y, on est derrière vous. Monsieur Simpara, vous savez que l'armée est en train de réécrire notre propre histoire. Une histoire falsifiée, montée de toutes pièces pour pouvoir s'accaparer du Mali, en complicité avec les hommes politiques maliens. L'armée est en train de mettre en déroute 66 ans de mensonges au nord du Mali. 66 ans de mensonges. Je ne comprends pas trop. N'est-ce pas? Vous allez comprendre. Pourquoi 66 ans? Avant l'avènement à notre indépendance, la France a voté une loi. La loi numéro 57-27 du 10 janvier 1957 créa une organisation commune des régions sahéliennes. Cette loi, après l'avis de l'Assemblée et de l'Union française, l'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré. L'Assemblée nationale a adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1. Il est créé une organisation commune des régions sahéliennes dont l'objet est la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahéliennes de la République française. Cette loi a été adoptée et c'est la France qui a divisé le Mali depuis 1957. Là où il y a le conflit aujourd'hui, c'est la France qui a divisé avec une carte préférée par l'Assemblée française. Et la zone du nord du Mali appartient à la France. Et raison pour laquelle tu trouves dans ce document-là, Tombouctou, Gao, Gundam appartiennent à la France depuis 1957. Mais à quelle fin? Merci. Leur programme était lié à deux choses. D'abord, ils ont fait une évaluation sur les potentialités économiques du nord du Mali. En 1900, ça s'est fait en janvier 57.
Il y a un journal qui est apparu en France le 23 7e mois 1957, dont la France a fait une réunion dans leur journal qui dit qu'ils sont venus au Sahara, ils vont faire la topographie d'une seule région, Tombouctou, qui appartient à la France, après les études autres. Ils disent que dans le nord du Mali, il y a une source d'eau. Il y a une source d'eau. Nous vous demandons de bien partager. Partager et commenter. Une source d'eau qui fait 800 000 km. 800 000 km. Ça va jusqu'en Éthiopie, mais il prend sa source au Mali, au nord du Mali. Et cette eau, il y a 50 milliards de mètres cubes d'eau douce de réserve. 50 milliards de mètres cubes d'eau. C'est ça qui constitue le bassin. Kadhafi a utilisé cette eau-là pour faire son nappe artificielle dans le désert. L'eau, il prend ça. Par exemple, Kadhafi était beaucoup impliqué dans le problème du nord du Mali. Il voulait la paternité de ça. D'abord, ils ont communiqué au peuple français. Tout le monde était au courant qu'il y a ça, parce que il arrivera un moment, c'est le problème d'eau potable qui va poser problème. Donc la France s'est dit, s'il a le monopole de ça, ça leur servira d'eau potable. Et alors ce que l'eau de source de la France déjà, elle est inutilisable, elle est bourrée de calcaire. Mais tant qu'ils ont ça, ils auront vraiment le boucle du monde. D'abord, ils disent qu'ils vont déterminer Tombouctou. Ils disent qu'il y a des minéraux suivants. Gypse, 3 millions de tonnes de réserve. Mirabilite, 198 millions de tonnes. Globérite, 366 millions de tonnes. Charbon, 45 millions de tonnes. Fer, 500 millions de tonnes. Manganèse, 3,5 millions de tonnes. Phosphate, 2 millions de tonnes. Selgem, 53 millions de tonnes. Il y a des indices sérieux existent encore concernant le diamant, le platine, le cuivre, le nickel, l'or, lithium, l'uranium, le zinc, le tin, le plomb et le pétrole. Ça s'est fait depuis 57. Depuis 57. Ils ont convaincu leur population pour pouvoir s'accaparer du nord du Mali. Et la régénération de ces produits aussi. Oui. L'extension. Oui. Oui. Sans tenir compte de l'extension pendant plus de 50 ans. 50 ans. 50 ans. Raison pour laquelle le conflit du Mali, elle est tout autre chose. C'est le peuple malien qui pense que c'est un problème de djihadisme ou autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mon frère, Dieu qui a créé le monde entier, Dieu n'a jamais fait quelque chose au peuple malien et au peuple du monde entier sans un avertissement. Pendant les saisons de pluie, s'il n'y a pas eu les nuages, tu vas avoir des vents de pluie, on saura que la pluie tombera. La nuit, il faut que le soleil se couche pour qu'il y ait la nuit. Est-ce que je me fais comprendre? Les hommes ont fait des évolutions dans la nature. On a fabriqué des automobiles, des motos. Ces motos ne tombent jamais en panne sans pour autant nous avertir. S'il y a manque de carburant, elle te donne des gestes, tu sauras qu'il n'y a pas de carburant. S'il y a manque d'électricité, si la bougie ne donne pas très bien, tu trouveras qu'il y a manque de courant. Donc rien n'est au hasard. Comment le conflit du Mali va être au hasard? C'est pas un hasard. Pour pouvoir revenir à ce programme-là, il fallait impérativement nous faire rentrer d'abord dans cette démocratie fallacieuse montée de toutes pièces par la France et qui soit portée et que nos hommes, nos leaders politiques puissent délibérément désarmer, dilapider, s'accaparer du bien de l'État et laisser en péril notre pays. Donc la France reviendra, comme dit Feu Modibo Keïta en 62, il dit qu'il a chassé le colonisateur. Il n'est pas parti, il rôde autour de nous. Grâce à des dignes fils maliens, ils feront rentrer le colonisateur pour nous piller. Modibo était un visionnaire. Mais qui a fait rentrer la France aujourd'hui? C'est pas ces démocrates et qui n'ont pas pu le faire sortir. La France a dit devant les démocrates que l'armée malienne ne rentre pas à Kidal. Qui a bougé le petit doigt? Raison pour laquelle j'ai dit que la transition est la seule issue favorable pour le peuple malien, pour le devenir du Mali. Je reviens en arrière. Donc ce document-là, ils l'ont fait. Et la France, partant de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la tutelle du nord du Mali à un groupuscule d'hommes.
pour que si eux, ils reviennent, et ils vont porter le chapeau, ils seront là pour leur protéger, pour pouvoir récupérer le nord du Mali. La première rébellion du Mali en 1963, elle a eu vraiment ses cours en fonction de ce programme de la France. Bourbo a refusé que le Mali ne serait pas divisé. Sur la carte, tu trouveras que le Mali est divisé en allant vers le Niger, le Tchad, l'Algérie et la Mauritanie. Dans le document, c'est bien dit. Dans le programme, la Mauritanie participe, mais la Mauritanie n'est pas concernée par l'OCRS. Donc c'est ce conflit qui est là aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, l'ampleur du Mali et le problème du Mali a pris d'autres tournures. Et en 2012, avant que Feu Amadou Toumani Touré ne quitte le pouvoir, il a créé 2 nouvelles régions au nord du Mali. Il a coupé Tessalit de Tombouctou, de Tessalit de Tombouctou, pour faire une région et lui donner son statut particulier. Il a enlevé Menaka de Gao, créé une nouvelle région, lui donner son statut particulier. En 2013, on est allé à la première rencontre à Ouaga, avec le conflit armé. À Ouaga, ça a été dit devant tout le monde, les hommes politiques, que le Mali serait divisé. Par le programme de l'OCRS. Les hommes politiques ont persisté, ils disent que non, c'est le processus de longue haleine. Le président qui serait élu en 2013, c'est lui qui va donner le statut de la région de Kidal et son statut particulier. Ibeka est élu président en 2014 et en 2014, Ibeka a refusé devant tout le monde. Il dit que lui, jamais, au grand jamais, il ne serait pas à table avec ceux qui ont pris de l'arme contre notre pays, avec des djihadistes. Le peuple malien a bien entendu, mais il a été trahi par le peuple malien entier. Qui l'a soutenu? Personne. Parce que les hommes politiques savaient, la France leur dit, si Ibeka n'arrive pas à gérer, à faire notre choix, c'est toi qui seras là. Raison pour laquelle les campagnes sont unanimement inarrêtables dans notre pays. Après les élections, c'est les campagnes qui continuent à faire tout pour te chambouler, de mettre les bâtons dans tes roues pour que tu ne pourras pas et qu'eux lui reviennent. Donc en 2014, Ibeka trahi. Donc c'est lui qui devrait donner le statut particulier de Kidal. Il sait que s'il le donne, il ne serait plus jamais aimé par le peuple malien parce que c'est une épine pour le peuple malien. Mais pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant que démocrates, ils se sont lancés à d'autres processus, avoir le statut particulier de Kidal sans qu'eux ne soient indexés. Lesquels? Merci. Lui et son gouvernement. Sans qu'ils ne portent pas ce chapeau-là, que voilà, ce sont eux. Maintenant, les processus qu'ils ont adoptés. Le processus qu'ils ont adopté, ils ont engagé l'armée malienne dans un conflit. En 2014, il y a eu la 3e bataille de Kidal. Lorsque le premier ministre malien a insisté pour aller au nord du Mali, ça a été salué par le peuple malien. Oui. C'est notre territoire, il faut qu'il aille. En complicité avec le gouvernement. Voilà. Donc maintenant, il est parti le 17 mai 2014. Il n'a pas pu rentrer. Il est retourné à Gao sur ses pas. Le 18 mai 2014, le Premier ministre déclare désormais le Mali est en guerre. Parce que lui, il n'a pas pu rentrer. Soumaïla Boubel Maïga, lorsqu'il était ministre de la Défense, lui, il déclare que l'armée malienne a commencé une opération d'envergure qui s'acheminera qu'avec la libération totale de la ville de Kidal. Je pose la question, de 2014 à nos jours, Kidal a été libéré. De 2014 à nos jours, est-ce que le Mali a quitté la guerre? Point d'interrogation. Donc ça, c'est fait le 17, le 18. Et le 22 mai, l'armée malienne a été invincée par la France. Porter le nom au MNLA. Et le MNLA, il y a eu un cessez-le-feu unilatéral, mon frère. Je m'en vais vous dire d'abord. Quand vous en allez cesser le feu unilatéral, c'est des conflits que les Nations Unies gèrent. Il y a eu 5 cessez-le-feu unilatéraux dans le monde que les Nations Unies ont siégé pour juger. Le premier a été signé le 11 novembre 1918, lorsque les 4 pays ont pris l'Allemagne, l'Angleterre, la France, et les États-Unis et la Russie. Les Allemands se sont levés pour aller en Paris
à Compiègne, dans un wagon dûment fait comme bureau, pour signer la capture de l'Allemagne par les 4 pays. Et les Nations Unies ont tranché, le pouvoir allemand a été déchu. Ce sont ces 4 pays qui ont géré l'Allemagne pendant 32 ans. 32 ans. La France seule a occupé une ville qui s'appelait Rhénanie, en Allemagne. Le deuxième s'est fait en 1940, 32 ans après. Les Allemands même se sont levés pour revenir sur leur pas à Paris, dans le même wagon, pour renouveler la capture de l'Allemagne. Les 4 pays ont géré l'Allemagne encore. Troisième, en 1945, sous le tutelle des Nations Unies, les Russes sont rentrés en Allemagne. Ils ont construit le mur de Berlin, divisé l'Allemagne en 2 parties. Les Russes se sont s'accaparés d'une seule et les 3 pays ont pris l'autre côté. La capitale sous le contrôle, la supervision des Nations Unies. Quatrième, en 1945, les Américains ont bombardé le Japon. C'est la guerre de Hiroshima. Voilà, ouais. Hiroshima et Nagasaki. Nagasaki. C'est le roi japonais Orito qui a notifié la capture du Japon sous l'égide des Nations Unies. Jusqu'aujourd'hui, les Américains sont installés au Japon. Et en 2014, 5e, 22 mai 2014, l'État malien a signé un cessez-le-feu que le Mali a été capturé par le MNLA. Donc il fallait procéder à la division du Mali. Voilà pourquoi nos militaires sont des savants. D'aucuns pensent que tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont en train de déjouer un complot international qui n'a jamais été révoqué. Qui n'a jamais été révoqué. La 3e bataille de Kidal, quelle était la position de l'armée malienne au nord du Mali lors de la visite de notre Premier ministre? Yafamia. Contre-offensive des rebelles après le débâcle de l'armée malienne, les groupes armés contre-attaquent. Le soir du 21 mai, Moussa Ag Ansar du MNLA déclare que les forces azawadiennes ont repris les villes Anderboukan, Menaka, Aguelok, Salit, Anefis, abandonnées par les Maliens. Et d'autres membres du MNLA affirment que l'air en Songo sont également conquis. La prise de Menaka est confirmée par les Nations Unies. Quelle complicité. Quelle complicité par la... Je dis que la démocratie est un danger pour le Mali. Donc, de là, c'est de ça que le MNLA a remis la clé du gouvernorat aux Nations Unies. Ils ont fait partir l'État malien et que les Nations Unies, la MINUSMA s'est installée pour dire que la tutelle du nord du Mali, c'est le MNLA, parce qu'ils disent dans le cessez-le-feu, tous les villes conquises, ils ne le donnent pas. C'est leur bien, ils l'ont acquis par la guerre et ils vont le gérer. Et l'État malien a signé le cessez-le-feu pour ça. Si j'entends aujourd'hui même d'autres politiques qui disent qu'il faut aller à un cessez-le-feu. En allant à un cessez-le-feu, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à dire que... Parce que si l'État malien demande le cessez-le-feu, c'est que l'État malien est d'accord que le MNLA est encore vainqueur. Tout à fait, tout à fait. Mais ils sont qui ces hommes politiques? Le rapport de force est un peu déséquilibré de notre côté en ce moment. En ce moment, on est d'accord comme quoi que on ne pourra rien. Donc, si on fait ça, si les militaires acceptent un cessez-le-feu, donc maintenant, là où ils n'ont pas pu dépasser, c'est de là que les MNLA va prendre. Non, nous allons les vaincre jusqu'au dernier être humain pour conquérir nos terres. Et en ce moment, la France, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il faut savoir sur ce côté-là, la France, quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, notre sous-région, 37% de notre territoire appartiennent à la France. 37%. Et 27% appartiennent à l'Angleterre. Le reste est divisé entre l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Donc la France étant là sur son territoire, l'autorité malienne l'invite à venir récupérer et faire partie des djihadistes sur le territoire. Il le fait avec l'armée malienne. Arrivé à Kidal, c'est la France qui notifie une lettre envoyée aux Nations Unies pour que lui, il a besoin d'autres pays pour venir l'aider sur son sol pour éradiquer le terrorisme. Tu as vu le mal.
Et la France a fait appel à 38 pays. 38 pays. Je veux, si le temps nous permet. Hein. Oui, bon. Il nous reste... ok. Voilà. Donc, je vais vous donner d'abord les 38 pays. Quels pays constituaient la police de l'amunissement sur notre pays? 21. 28. L'Allemagne, Bénin, Burkina Faso, Bangladesh, Cameroun, Gambie, Ghana, Guinée, Indonésie, Italie, Jordanie, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Sénégal, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Canada, Côte d'Ivoire, Égypte, Finlande, la France. C'était la police de l'amunissement sur notre sol. 28 pays. Et après, 61 autres pays constituaient l'armée de l'amunissement. Quels sont ces 61 pays? L'Allemagne, l'Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bota, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, Gambie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Danemark, Égypte, El Salvador, Estonie, et Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, France, Ghana, Guatemala, Guinée, Indonésie, Iran, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, Lettonie, Libéria, Lituanie, Mauritanie, Luxembourg, Mexique, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tchad, Turquie, Togo, Tunisie, Ukraine, Zambie. Tout ça, pendant 10 ans, le Mali a été pris par la France, par ces pays-là. En complicité avec ces pays. Avec nos dirigeants. Parce que ce sont eux qui ont engagé l'armée dans un conflit. Alors qu'ils savaient très bien que l'armée n'avait pas le matériel nécessaire pour conquérir. Et bien au contraire, avec la bravoure de notre armée, ils sont rentrés dans Kidal. Et le soir, c'est la France qui a reconquis l'armée malienne. Les faire partir et donner le nom au MNLA. Parce que c'est le but cherché de la France. Mais en complicité avec nos hommes politiques. Parce qu'ils ont eu peur de donner le statut de Kidal. Mais il faut faire engager l'armée malienne à un conflit. Dès que l'armée échoue, ça va être le cessez-le-feu unilatéral qui serait fait, pas à leur nom, mais l'armée est battue. Mais certains responsables d'État d'Afrique, est-ce qu'ils étaient au courant de ce complot qui était manigancé par les grandes puissances? Ils étaient au courant parce qu'ils savaient très bien que la France allait revenir. Mourou l'avait dit. Mourou l'a su. Nos hommes politiques, raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut disloquer ces partis politiques, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui sont hommes politiques aujourd'hui qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants politiques de notre pays. Quels sont vraiment les réels problèmes de notre pays? Quelle mainmise a été faite vraiment pour avoir notre pays par rapport à ses ressources? Le premier démocrate élu au Mali a dit quoi? Il dit qu'une armée forte est une menace pour la démocratie. Ça trouvait que les États-Unis engageaient des milliards à leur armée. Tous les pays du monde entier savent que tu n'as pas un pays sans quand tu n'as pas une bonne armée. Mais malgré tout ça, parce que eux, dans leur programme, c'est la France qui a fait partie Moussa Traoré, hein, grâce à ce projet-là. Donc, ils sont venus convaincus que la France va revenir. Et lorsque le Mali n'avait pas d'armée ni rien, c'est en 2004 que l'État malien va signer un nouveau document. Loi numéro 04037 du 2 août 2004. Mettre la main sur la valorisation du patrimoine national malien, le pétrole. Et alors que la France est engagée uniquement pour récupérer le nord du Mali, pour prendre sa troisième puissance énergétique au monde. Donc ils ont ouvert la voie à la France. Bon, la France savait qu'il ne peut pas venir. Et il s'est mis déjà, c'est ce que j'ai dit à beaucoup d'Africains, il faut qu'on comprenne bien. Le nombre de Touaregs avant l'indépendance, c'était 1 500 000 habitants. C'est la France qui les a disloqués en 5 pays, sous réserve à sa mission. Je vais vous donner le nombre. Ils ont fait 60 000 Touaregs installés en Algérie, c'est des Algériens, des Touaregs. 800 000 installés au Niger, c'est des Nigériens, des Touaregs. 500 000 au Mali, c'est des Touaregs, c'est des Maliens. 50 000 au Burkina, c'est des Burkinabés, c'est des Touaregs. 90 000 en Libye, c'est des Libyens, mais des Touaregs.
Tu as vu, lorsque la chute de Kadhafi, il dit aux Touaregs de Kadhafi, vos frères, prenez l'arme, les libérez, on va vous donner le nord du Mali. Qui va leur donner? C'est la France qui est dit. Donc la politique malienne n'a pas pu déceler ça parce qu'il savait très bien qu'il était acteur de la destruction de notre pays. Donc dans ce document-là, tu trouveras bien si la France, sans nos militaires, si la France parvenait à récupérer le nord du Mali, les pays qui devraient constituer l'Assemblée constitutionnelle pour gérer le Mali sont bien détaillés là-dedans. L'Algérie, la Mauritanie, le Niger, la population. Même Niger. Mais le document est là. le Niger, le Tchad, le Mali, pas l'État malien, mais la population du Nord. La population Nord, les Touaregs du Nord, les Touaregs du Niger, les Touaregs du Tchad. D'accord. Donc, c'est en grosso modo, tu trouveras que dans ce programme-là, tout était fait pour faire, nous disons merci, bravo à l'armée malienne. Tant qu'ils n'ont pas pris Kidal, le problème du Mali n'est pas fini. Raison pour laquelle j'ai dit à beaucoup de gens, même si tu vois que l'armée dans leurs opérations, ils ne font pas preuve vraiment de détailler beaucoup de zones d'ombre dans leurs opérations, parce qu'ils en savent. Tout le monde entier était là pour récupérer le nord du Mali. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Merci. Cette intervention mettra fin à ce chapitre concernant voilà, le nord du Mali. Et le chapitre que nous allons ouvrir tout de suite porte sur le président Tshisekedi qui dit lors de l'assise au niveau de Brazzaville, il dit: je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Tout à fait. Quel diagnostic, quelle analyse faites-vous, quelle lecture faites-vous de ce propos vis-à-vis de la France? Parce que il a précisé dans ses dits que il ne voit pas Macron en tant que menteur, mais il défend ses intérêts, mais aussi il pense que nous, les dirigeants africains, ne sommes pas sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que l'autorité occidentale savent que nous mentons à notre population et ils savent que nous sommes des menteurs et ils savent qu'ils nous manipulent et ils savent qu'on accepte ça pour mener la politique fallacieuse dans notre pays. Ils ne nous respectent pas. Un grand homme comme Tshisekedi, s'il dit ça, cela ne m'étonne pas vraiment des grands hommes. Ah non, cela ne m'étonne pas. S'il y a un discours haineux, plus méchant, raciste au monde entier, a été adressé au peuple congolais par le roi belge Léopold II. Tout ce qu'il a dit aux Africains, aux Congolais, ce sont eux qui coupaient la main des Congolais pour ne pas exploiter les matières premières congolaises. Ah bon? Ça, c'est un autre débat. On rentre là, ça un autre jour, on va le développer si le temps nous permet. Ok. Donc, ce monsieur qui dit ça aujourd'hui, il parle vraiment de la construction d'une mur vraiment pour protéger sa population. Il a tout à fait raison. C'est des murs virtuels. Ça veut dire quoi? Il va prendre des mesures phares qui ne permettra pas au Congo d'être exploité comme il a été exploité en avant. Il y a raison pour laquelle il dit que Macron a raison parce qu'il ne nous prend pas au sérieux parce qu'on n'est pas sérieux. Il veut être sérieux. Il veut montrer au peuple africain, aux dissidents africains, si tu es prêt à continuer avec la France, il n'en est plus question. On est éveillé, on suit le mouvement qui est là aujourd'hui pour donner l'indépendance totale aux Africains. Notre indépendance, elle est accentuée sur 4 points seulement, monsieur Sempara. Si tu n'as pas les 4 points, tu n'es pas indépendant. La France nous a libérés, il a repris les 4 points. On n'a pas. On n'est pas matière de nos matières premières, on n'est pas maître de nos matières premières. Nous n'avons pas le monopole de notre économie. La monnaie. La monnaie. Et aujourd'hui, dans nos pays, il faut que les amis de la France soient élus comme président dans votre pays. La France a pris ce monopole. Et encore, troisième rôle, la France joue un rôle de sous-traitant en Afrique.
les Américains le payent uniquement pour empêcher aux Africains d'avoir d'autres options pour son développement. Raison pour laquelle les Américains font tout aujourd'hui pour effacer la France sur les problèmes africains. Qu'ils soient là. Je te payais pour ça, tu n'arriveras pas. Moi-même, je serai là. Voilà le conflit qui est entre la France et l'Amérique aujourd'hui. Donc, De Gaulle nous a donné l'indépendance, mais il a repris ses 4 points. Il a monté une équipe uniquement pour empêcher les Africains d'accéder à ça. Donc, c'est ce qui dit, partant de là des grands hommes, il veut dire tout simplement, le vent qui se lève en Afrique, je ne serai pas vraiment un acteur pour le regarder, mais je vais le participer. Voilà mes discours. Comme eux, ils protègent leur population, il est temps aujourd'hui qu'on dit la franchise à la France pour dire qu'il est temps qu'ils arrêtent leurs conneries, leurs bêtises, et que nous sommes des pays souverains, indépendants. On a besoin d'une évolution pour notre peuple. On a besoin de chefs d'État engagés, courageux, qui pourront permettre de mettre la puce à d'autres chefs d'État, à d'autres marionnettes, à d'autres vanipeux, franchement, pour qu'ils prennent conscience. D'accord. Donc, bravo à Tchétchène, c'est ce qu'il dit. Il rejoint vraiment le groupe des colonels là, vraiment pour l'évolution. Merci encore une fois de plus. Merci pour cet éclaircissement, d'avoir donné une vision assez large à notre communauté de l'ouverture média, que ce soit sur la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Presque nous nous acheminons vers la fin de ce numéro spécial. Quels sont vos mots de fin à l'endroit du peuple malien et de ceux qui nous écoutent tout à l'heure sur l'ouverture média? Et moi, mes mots de fin seront quelques questions. Je vais poser quelques questions à l'auditeur. Chers auditeurs, chers Maliens, quel est le savant, quel est le scientifique qui a su mettre dans la tête du poule de ne pas pondre ses yeux sur la voie publique, de le mettre sur le coin du mur? Qui l'a dit à une poule? Quel est le savant, le scientifique, le géologue qui a mis dans la tête du crocodile de quitter son nid, l'eau, pour venir pondre ses œufs à la berge, couver ses œufs et amener les petits dans l'eau après? Qui l'a mis dans la tête du crocodile? Point d'interrogation. Qui a mis dans la tête des pigeons aujourd'hui dont nous voulons tous, on leur paye très cher, nous payons encore des pigeonnières, vraiment pour les remettre à l'intérieur. Mais quand ils parviennent à pondre les œufs, qui a mis dans la tête des pigeons de sortir, prendre des brindilles et venir pondre vraiment sur ça? Qui a dit ça aux pigeons? Point d'interrogation. C'est Dieu qui dit qu'il a créé les animaux, mais il a élevé l'être humain au-dessus des animaux, en nous dotant d'esprit et de réflexion. Mais malgré notre intelligence, il faut que les Américains, les Français nous disent qu'il faut faire ça comme ça. Non, peuple malien, soyons convaincus que notre devenir c'est nous-mêmes. Ce n'est pas avec une baguette magique que nous allons nous développer. Suivons le pas de nos colonels. Soyons acteurs de notre propre histoire. Écrivons notre propre histoire. Et vraiment pour aller de l'avant, je sais que le Mali peut aller de très loin. Merci. Merci pour ces interrogations qui permettront à nos auditeurs de mieux réfléchir et de mieux analyser les faits qui se font actuellement au sein de notre société. Je pense que ça serait un message, un signal très fort vis-à-vis de nos autorités, de mieux réfléchir, de mûrement réfléchir pour trouver une équation vraiment aux différentes difficultés auxquelles notre société est confrontée. Alors là, nous nous acheminons vers la fin de ce numéro spécial. Nous vous demandons de faire uniquement un commentaire, des partages et un like. On se donne rendez-vous à un prochain numéro. À plus.